bienvenue à cette troisième partie de la journée de la CST. Je disais, donc vous pouvez ranger vos calculettes, vos compas, etc. Là, maintenant, on va arrêter de calculer et on va parler formation. Et donc, j'allais vous présenter mon super panel aujourd'hui. Je dis mon, parce que voilà, je suis un peu possessive. Donc, je vous présente Jean-Baptiste Aignon. Bonjour Jean-Baptiste, donc directeur technique de 2AVI. Enchanté. Donc, on présente déjà, après on reviendra tous ensemble sur toutes vos compétences, n'est-ce pas, et ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Romane Périssé, chargée de formation Oscar. Jack Aubert, directeur général adjoint de l'AFDAS. Laura Coppel, directrice du Vincennes à Vincennes. Et Laurent Andrieux, directeur de la MJC Louise Michel à Fresnes. J'ai tout bon ? Superbe, c'est bien. Donc, merci d'être encore avec nous à cette heure-ci, c'est parfait. Et puis, donc, on va parler formation. Et ce qu'on dit, c'est vrai que c'est peu dire quand même que les métiers ont évolué depuis, on va dire 2010. On va dire, allez, on remonte à 2010. C'est peu dire que les métiers d'exploitants ont aussi beaucoup évolué, que les frontières des compétences sont de plus en plus larges et d'ailleurs disparaissent de plus en plus. Donc, aujourd'hui, la question, c'est quels sont les enjeux et la nécessité de se former. D'abord, est-ce que c'est nécessaire de se former ? J'ai envie de poser la question tout de suite, directement. Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est obligatoire de se former ? Romane. Alors, déjà, oui, effectivement, c'est obligatoire de se former. C'est une obligation légale de former tous les salariés d'une entreprise, n'importe laquelle, n'importe quelle taille. C'est nécessaire aussi sur un plan à la fois des ressources humaines, à la fois aussi de la technique, du respect de l'œuvre et de la diffusion de l'œuvre. Déjà, tu as dit plein de choses, effectivement. Tu as dit niveau technique, niveau aussi des ressources humaines, de la motivation des équipes. Oui, voilà, c'est important de maintenir l'intérêt des équipes vers leur métier, la projection numérique, de leur apprendre les nouveautés, de leur apprendre de nouvelles compétences. Et au niveau technique, déjà, depuis que le cinéma numérique a été mis en place, on s'est dit que le métier de projectionniste allait un peu disparaître, que ça allait être remplacé par des machines, qu'elle allait tout être automatisé, et que ça nécessiterait moins de compétences. Et ça ne nécessite pas forcément moins de compétences d'être projectionniste, ça nécessite des compétences différentes que le 35. On a vu ça aujourd'hui quand même, d'ailleurs. Oui, voilà. C'est quand même pointu. Donc c'est assez pointu, effectivement. Et donc on est parti d'un constat avec la CST il y a quelques années qu'il y avait besoin réellement de former les équipes et avec les installateurs aussi, qu'il y avait une vraie perte de connaissances théoriques sur le métier de projection et sur comment fonctionnaient les appareils au plus profond. Et donc il y avait un réel impact sur la diffusion des œuvres et sur la qualité de l'image. Qui est l'objectif final. Voilà. En fait, proposer la meilleure image possible pour le spectateur. Et le son. Également. Merci. Donc à partir de là, donc avec la CST et le SCAR, vous avez mis en place donc une formation, 2 formations même techniques. Est-ce que vous voulez nous décrire un petit peu en quoi ces 2 formations et en quoi elles consistent ? Alors la première formation qu'on a mise en place depuis 2020, c'est la maintenance des équipements de projection numérique qu'on a co-construite avec 2AVI, avec Jean-Baptiste ici, pour justement en partant du constat que quand les salles appelaient la hotline en cas de problème, beaucoup de gens n'avaient pas forcément le vocabulaire, ne savaient pas forcément que dire à la hotline, ne connaissaient pas le nom des équipements avec lesquels ils travaillaient tous les jours. Que lors des visites de maintenance annuelles, il y avait des cabines dans des états un peu pas terribles. Et donc on s'est dit que c'était nécessaire de former les équipes au fur et à mesure sur la recommandation technique produite par la CST en concertation avec la FNCF, avec les installateurs également. La fameuse RT 045. Exactement. Et la deuxième formation qu'on a construite, c'est quelques années plus tard, et elle est arrivée en 2023, c'est l'initiation à la projection, où donc le CAP a disparu il y a quelques années désormais, et donc il n'y a plus beaucoup de formations initiales
pour le métier de projectionniste. Et il y a un réel besoin, une réelle demande de gens formés sur le marché. Voilà, il y a beaucoup de problèmes dans les salles pour embaucher des techniciens. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir initier un peu à comment ça fonctionne tout ça, quels sont les systèmes de projection de manière à la fois théorique et à la fois pratique. Aussi pour aider les métiers autres que projectionnistes, donc les directeurs de salle, les médiateurs, etc., de savoir projeter un film, si jamais le projectionniste est absent, si jamais il y a des scolaires le matin et qu'on ne peut pas mobiliser un projectionniste pendant toute une journée très longue. Donc voilà, donc maintenant on a 2 formations de 2 niveaux différents, une pour l'initiation et une pour les un peu plus avancés sur la maintenance. Donc peut-être que là, Jean-Baptiste, peut-être nous décrire le contenu un petit peu pédagogique de ces 2 formations. Sur la partie maintenance, l'idée effectivement c'était de pouvoir, j'ai envie de dire, renforcer le dialogue entre les équipes techniques en cabine et leurs installateurs, donc en lien avec justement cette RT45. À partir du moment où dans la RT on avait décrit les opérations un peu obligatoires de maintenance, même si ça peut être à tiroir, nécessaire à nos cabines. L'idée est effectivement, en renforçant le dialogue, de permettre aux techniciens, aux techniciennes en cabine de savoir ce que pouvaient faire les techniciens des installateurs, d'une part, renforcer leurs demandes en disant voilà, tel point on ne l'a pas vu, est-ce que c'est possible, est-ce que ce serait nécessaire, augmenter le vocabulaire, augmenter le nombre de mots techniques peut-être, puisque parfois il peut y avoir des incompréhensions entre les techniciens en cabine, les installateurs et les hotliners, puisque la RT45, à partir du moment où on a une maintenance, on a un contrat de maintenance, une hotline. Donc être sûr que les mots qui vont être employés en cabine vont être ceux que les hotliners peuvent attendre, ou en tout cas qu'ils se comprennent facilement, que les techniciens et en cabine, pareil, connaissent l'ensemble de leur matériel. Voilà, pas forcément tout connaître au cœur même des machines, mais au moins savoir quelle est la marque, le modèle de leur projecteur, de leur serveur, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle. On s'en fiche, le truc n'est pas là, mais qu'ils puissent donner des informations de manière rapide à leurs installateurs. Faire un premier entretien donc dans les maintenances en niveau 1 de dépoussiérage, puisque c'est une partie du boulot en cabine maintenant que de dépoussiérer les machines, lutter contre cette poussière qui envahit l'ensemble des composants du chemin de lumière. Et faire durer le matériel. Voilà, faire durer le matériel, augmenter du coup la durée même de qualité à l'écran. Tout à l'heure, Jean-Michel parlait, ou David posait la question sur les shakers et la poussière à l'écran. On ne va pas forcément nettoyer les écrans, mais si on peut avoir un peu moins de poussière dans les machines, c'est pas mal. Les sensibiliser aussi à l'environnement du matériel, la cabine. On a évoqué la clim. Se préoccuper aussi, c'est pas forcément en cabine qu'on va aller nettoyer les filtres des clims, pas nécessairement, mais au moins alerter les personnes en charge de tout ce qui va être climatisation, gestion des flux d'air, que les échanges soient simples. Donc l'environnement, qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Ah non, j'oublie une chose importante. Ouais. Dans la maintenance, la préparation de la projection, l'utilisation des mires de la CST, les regarder, les comprendre, parce que elles sont très intuitives, mais il y a quand même des résultats attendus à chacune des projections, donc on peut aborder ces aspects-là. Et donc j'espère que tout le monde ici en cabine a bien toutes les mires de la CST. Sinon personne, on ne sort pas de la salle si on n'a pas les mires. Il y a des clés USB dans la sortie. Elles sont en ligne de toute façon. Voilà, donc qu'on comprenne bien ces mires, l'intérêt des mires. Ça ne sert à rien de préparer une projection de toute façon sans avoir passé une mire. C'est aussi ce sur quoi on va se pencher durant ces formations en maintenance. Donc là, effectivement, c'est le deuxième module. Ouais.
donc, qui se déroule à Paris et en région. Ouais. C'est ça, en c'est bon, voilà. Sur combien de temps, combien d'heures? Il y a 2 journées. Il y a une journée théorique. Il n'y a que Mathieu qui les fait, hein, je pense, en théorie. Il est en formation déjà. Il est en formation. Et puis, il y a une journée pratique, effectivement, qui peut se passer dans les locaux de la CST quand c'est à Paris. Et je ne sais pas, chez les installateurs, j'imagine, en province. C'est chez Ciné Digital maintenant, en province. Voilà. Et donc, c'est pour qui? En fait, tout le monde peut y aller, tout le monde peut les faire. Est-ce qu'il y a un prérequis? Pour la maintenance, on privilégie quand même quelqu'un qui est habitué à l'environnement de la cabine. En tout cas, on privilégie plutôt les profils de techniciens. Après, on sait que dans les cinémas indépendants, c'est des profils qui sont très polyvalents. Donc voilà, l'idée c'est que c'est la personne qui va être amenée à justement effectuer ces gestes de maintenance. Donc soit projectionniste, soit directeur technique, etc. Donc que ce soit pas quelqu'un qui vienne faire la formation et ensuite ne mette pas en pratique ça. Et pour l'initiation, en l'occurrence, il n'y a aucun prérequis, c'est tout le monde, pour peu qu'il ait envie d'apprendre la projection. Vous avez fait combien de formations là jusque maintenant? Alors, pour la maintenance, je crois qu'on est depuis 2020, on a dû faire 15-16 sessions. Et là, l'initiation, on en est à la 4e session, donc la dernière s'est tenue hier et aujourd'hui. Elle est toujours en cours d'ailleurs. Et on en a plusieurs de prévus d'ici la fin de l'année et on en a d'autres de prévus en 2025. Très bien. Assez complet comme panorama. Très bien. Alors, on a la chance en plus d'avoir 2 exploitants avec nous qui ont fait ou ont permis à leurs collaborateurs de faire ces formations. Quel est votre retour là-dessus? Pourquoi justement c'est important? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous, Laura, vous avez envoyé 4 personnes, je crois. 3. J'en ai envoyé 3, mais il y en a une 4e qui va venir bientôt. Peut-être, si vous le permettez, pour expliquer pourquoi est-ce que je tenais absolument, et je vais vous dire un peu la variété des personnes. Alors déjà, vous dire, nous, on est un cinéma privé, totalement indépendant, et on est 8 salariés, ménage et direction comprises. Il n'y a pas d'externalisation. Voilà. Et on est ouvert 7/7, et on respecte la convention collective sur la durée du travail. On fait beaucoup de scolaires, donc on est ouvert 7/7, en gros, de 9h à minuit, sauf le samedi où il n'y a pas de scolaire le matin. Et le dimanche, il y a des séances. Voilà. Et donc, je voulais mettre ça un petit peu aussi en place pour dire, parce que c'est quand même des métiers qui sont des situations en fonction des salles, à la fois de leur taille, mais aussi de leur statut, qui sont très différentes. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que nous, si on décide qu'on fait un truc, après, il faut qu'on ait le temps de mettre en place les choses. Mais en gros, voilà. La raison pour laquelle moi j'ai envoyé, enfin je dis moi, mais en fait je ne suis pas toute seule, hein. On a décidé qu'il y a 3 salariés pour l'instant, donc 3/8, qui feraient cette formation. C'est pour 2 raisons, j'ai envie de dire. D'une part parce que moi je suis peut-être directrice de salle aujourd'hui, mais mon vrai métier c'est la cabine. Et je viens d'une époque où, du 35 bien sûr, hein, puisque ça fait 32 ans que je travaille et que j'ai eu le CAP en 94. Voilà. Mais et que j'ai même quelqu'un qui m'a un peu formée qui est dans la salle, donc je fais très attention à ce que je dis. Mais je viens d'une époque des salles indépendantes où on était en quelque sorte, dès qu'on avait le désir de travailler en cabine, moi j'ai commencé avant de les tickets, on pouvait auprès de collègues très expérimentés se former, puis passer le CAP, ce que j'ai fait en candidate libre. Mais j'ai toujours eu le sentiment, du coup, qu'il y avait dans le plaisir de ce métier, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur le fait que ça sert aussi en termes de des ressources humaines. C'est un mot que je ne sais pas dire, moi je préfère dire relations humaines, vous m'excuserez. Ça doit être mon côté un peu qui a du mal à rentrer dans les cases. Mais du coup, justement, cette idée, par exemple, d'une passion et d'un plaisir de la transmission, d'un savoir technique qui, pour moi, est totalement articulé avec la question du cinéma. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas très différent la question technique
que de savoir analyser un film, parler d'un film, lire une critique de film. C'est lié les deux. Et donc, moi, j'ai vraiment été formée par les... J'ai jamais eu de formation, mais j'ai été formée par mes collègues, par le directeur technique dont je dépendais à l'époque, qui est dans la salle, Philippe Descamps, par les gens des installateurs qui, à l'époque, étaient aussi beaucoup dans cette relation. Je pense à quelqu'un comme Paul Kirby, par exemple, ou d'autres, qui, dès qu'ils intervenaient, ils nous apprenaient en même temps, même au téléphone. Mais là, attends, c'est quoi? Tu as un problème avec le moteur de ton plateau? Tu as regardé le rototransfo? Excusez-moi, vocabulaire. Moi, au tout début de ma carrière, rototransfo, il est où? Voilà. Bon, mais c'était quelque chose qui était presque naturel et qui nous donnait la fierté de ce métier. Donc ça, c'est la première raison. Et je pense que nous, on a gardé nos opérateurs. Hein. On a décidé au moment du passage au numérique, justement, de ne pas licencier les opérateurs. Peut-être parce que les salles indépendantes avaient déjà, en fait, il y avait déjà de la polyvalence. Hein. Moi, quand je travaillais, je faisais déjà caisse-cabine, etc. Donc, c'était déjà une étape qui avait été faite en termes de masse salariale, si vous voulez. Mais, donc, il y a ça, il y a cette idée qui est évidente pour moi, qui n'a pas changé avec le numérique, même si je me souviens très bien du passage au numérique et justement de cette idée un peu que maintenant, il n'y avait plus besoin de personne, que c'est magique, que ça tombe jamais en panne, que c'est toujours génial. Certains m'en ont beaucoup voulu à l'époque d'avoir un peu dit que je suis désolée, c'est pas les bonnes couleurs, c'est pas la bonne lumière, il n'y a pas 48 candélas, il y en a 150, etc. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette nécessité aujourd'hui de se former, j'ai eu l'impression qu'il y a eu comme une rupture dans ce que moi j'aurais appelé une formation presque comme des artisans ou des, comment on appelle ça, des compagnons voilà. Et que il me semble que et je vais vous dire, parce qu'il ne faut pas que je sois trop longue, les 3 personnes que j'ai envoyées pour l'instant, mais il me semble aujourd'hui que je m'occupe d'une salle, d'abord que c'est absolument nécessaire que tout le monde sache la base, et j'ai envie de dire que même l'agent d'accueil, son premier jour, le pauvre, il a forcément au moins 5 minutes, voire 2 heures avec moi sur c'est quoi le format d'un film, etc., le scope, etc. Parce que s'il rentre dans la salle, il faut que s'il y a un problème, il puisse le voir. Donc ça, c'est la base. Mais chez moi, c'est la base de tout le monde. Et que tout le monde sache qu'on peut être fier si c'est beau, quoi. Mais que tout le monde sache pourquoi c'est beau. Donc ça, c'est la première chose. Fierté, effectivement. Vous avez dit fierté de faire c'est aussi, attendez, les gens, ils viennent viennent pour ça, quoi. C'est de la fierté. Puis c'est, si on veut être un peu cynique, c'est aussi, nous, les gens, ils sont revenus forts après le Covid. Et j'ose me dire que c'est et la prog, mais aussi qu'ils savent que quand ils viennent chez nous, on aura tout fait pour que ce soit bien. Et d'ailleurs, quand c'est pas bien, on s'excuse et on leur explique pourquoi. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est tout le monde. Et ça crée aussi un esprit d'équipe. La deuxième chose qui m'a semblé au moment du numérique, c'était l'idée du coup que, comme il y avait cette idée au départ, dont on s'est très vite tous rendu compte qu'en fait, c'était quand même un peu n'importe quoi de dire que c'est magique, ça démarre tout seul, il n'y a jamais de problème, on éteint, on rallume, ça marche, c'est toujours bien réglé sans que ce soit réglé, et tout ça, on s'est rendu compte qu'en fait, non. Donc, il faut savoir maintenir, savoir être un interlocuteur de la maintenance, et même, si je peux me permettre, parfois, savoir dire, et je crois que le problème de ressources humaines, il est aussi aujourd'hui chez les intégrateurs, savoir dire, non, je suis désolée, là, ce que vous venez de me faire, ce n'est pas dans les standards que moi je veux. On ne se fait pas que des amis, mais ça, ce n'est pas grave. On ne fait pas ce métier pour être aimé. Donc, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, qui est une raison peut-être où là, je vais prendre ma casquette directrice de salle, sortez-moi mon compte d'exploitation, c'est que je pense que c'est un investissement formidable. C'est-à-dire que expliquer à des gens dans les cabines qu'il faut simplement les nettoyer, vérifier que ce soit fait, entretenir les machines et avoir une maintenance qui va d'autant plus loin quand c'est la maintenance, on va dire, de
du contrat de maintenance, quel que soit le contrat qu'on ait. La maintenance peut aller d'autant plus loin que les opérateurs ou ceux qui ont en charge la cabine ont déjà dégrossi le travail. Mais en termes d'investissement, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on a encore nos projecteurs qui ont été installés, projecteurs Xenon qui ont été installés en 2011. Là, j'ai refait faire une colorimétrie, une luminance. On n'a quasiment pas perdu, quoi. J'ai les chiffres pour ceux qui veulent. Donc, et c'est une fierté, même pour les opérateurs qui travaillent chez nous, c'est une fierté quand ils viennent le matin et qu'ils viennent voir exprès qu'on est là, qu'on prend les mesures, qu'on a les chiffres et qu'on sait que dans telle et telle salle, en scope, on a 48 candélas et que voilà, qu'on a bien calculé et qu'ils ont l'âge de tous les projecteurs, de toutes les salles. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc les 3 personnes que vous avez envoyées en formation. Alors justement, mais là je vais aller vite. Le profil, c'est qu'en 2020, l'ancien directeur est parti et que du coup, le gérant de la salle m'a demandé c'est une longue histoire, de reprendre et on a décidé de former un jeune ou une jeune directeur ou directrice que je formerai. Et donc on a embauché un très jeune homme qui n'avait jamais dirigé de cinéma avec l'idée qu'on serait co-directeur, ce qu'on est toujours. Donc un jeune, une vieille. Voilà, on a fait Et un peu comme moi j'ai appris, mais du coup là, il a appris la direction d'exploitation, et la première chose que je lui ai appris, c'est la cabine. Et donc lui, c'est le premier que j'ai envoyé à cette formation de maintenance, alors qu'il avait déjà commencé à apprendre la cabine avec moi, justement aussi parce que lui, il allait devoir avoir avec moi cette pensée de la maintenance, de pouvoir répondre aux 2 opérateurs qui sont chez nous, c'est un homme et une femme. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on a fait aussi quelque chose, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, de former l'agent d'accueil pour lui faire un contrat annualisé qui puisse faire des remplacements. Donc, il avait très envie donc, de le former à la cabine sur du long terme, c'est-à-dire que, en gros, il ne fait pas de service tant qu'il n'est pas opérationnel complètement et qu'il ne se sent pas, sachant que nous, on fait toutes les formations incendie, puisque c'est la seule chose requise aujourd'hui pour être opérateur, technicien de cinéma, pardon. Et donc, il s'est trouvé que du coup, lui avait déjà une petite expérience et que l'autre, c'est une femme, c'est une opératrice, elle a son CAP, elle a travaillé... Elle maîtrise parfaitement le 35 et elle est passée au numérique. Et je me suis dit, voilà, elle fait déjà bien des maintenances, mais c'est quelqu'un d'extrêmement pointu et consciencieux. Et je savais que ça lui ferait plaisir de faire ça. Et donc, j'ai envoyé ces 2 profils d'opérateurs complètement différents. Une qui a le CAP, qui a travaillé avec le 35, qui a un très haut niveau technique par ailleurs, et qui a l'expérience, qui avait déjà de l'expérience de la maintenance, changer les lampes, nettoyer les filtres, etc. Et ce jeune homme que je venais de former, qui avait envie, etc. Donc ça, voilà. Donc c'est 3 profils complètement différents, et les retours sont à chaque fois, sur les 3, très positifs, parce que, par exemple, Nadine Oculi, qui est cette projectionniste d'expérience et de très grande attention, ça l'a confortée dans plein de choses. Ça lui a, je crois qu'elle aimerait avoir des formations encore plus pointues chez des installateurs, etc. Et le jeune homme qui s'appelle Luc, qui est maintenant opérateur on a un opérateur qui est parti, qui a repris le poste en CDI. Il est parfaitement formé, il s'entend très bien. Donc voilà. Donc ça rejaillit, si vous voulez, sur tout. Et économiquement, pour nous, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on a eu très peu... On a aussi la capacité d'inventer des choses, de se dire, tiens, il y a ça qui est en panne, on va changer que ça. Ou tiens, on n'a pas assez de capacité dans nos serveurs, on va juste changer les disques durs. Donc, ça nous permet, nous, d'avoir une exigence de qualité vis-à-vis des spectateurs et en même temps un raisonnement économique où on gagne sur les 2 tableaux. Et le bonheur supplémentaire, c'est que ça permet aux gens qui travaillent dans l'équipe de se sentir maîtres de leurs outils et fiers de leur savoir. Et de ce que j'entends aussi, un dialogue, ça vous permet aussi d'avoir, vous, un dialogue permanent aussi avec vos collaborateurs et de vous comprendre, en tout cas, sur les questions techniques.
Disons qu'on se comprend. Eux, ils peuvent m'apprendre des choses que je ne sais pas. Et il se trouve que j'ai quand même gardé, parce que je ne pourrais jamais complètement lâcher la projection, j'ai quand même gardé en plus... Voilà. Moi, j'ai eu un parcours très étrange parce que j'ai travaillé dans les salles de vision. Donc, j'ai des habitudes qui peuvent être plus des habitudes de projectionniste de salles de festival, de salles de vision ou de festival, donc passer les mires, etc. Et du coup, c'est un dialogue où maintenant, c'est un dialogue où eux m'apprennent des choses que moi, je ne sais pas parce qu'au quotidien, je ne fais pas les playlists et tout. Et où en même temps, quand on a un problème, on en discute ensemble et on prend les décisions ensemble. Merci. Alors, Laurent, donc vous êtes responsable de la MJC, de Louise Michel, pardon. Oui, en fait, je dirige un centre socioculturel qui dispose d'une salle en fait, polyvalente. C'est une salle de spectacle et une salle de cinéma. On a effectivement on a une projection, une programmation qui est principalement une programmation jeunesse avec des scolaires. Parce qu'on a, on est à Fresnes, près d'Antony, on a une salle, le Select, qui nous a concurrencé terriblement quand la salle a été reprise par la ville et rénovée, et magnifique. À l'époque, moi, j'étais pas là, mais historiquement, auparavant, le cinéma de Fresnes était un cinéma classique d'art et d'essai avec 2-3 séances par jour, du patrimoine, de tout le répertoire, exclusivité, etc. Quand le Select a été refait, ça a complètement absorbé le public de ce petit cinéma de quartier. Donc le cinéma de Fresnes a rebondi comme ça. Bon. Et existe toujours. Mais ça reste une salle polyvalente qui, à certains égards, en tout cas, alors à une époque, était vraiment une salle de cinéma. Et aujourd'hui, suite à des inondations et à une restauration complète de la salle avec des sièges amovibles, est une salle qui est redevenue polyvalente, parce que c'était le projet au départ. La maison date de 1966, vous voyez. Donc, bon. Mais aujourd'hui, une salle polyvalente, mais qui rivalise d'un point de vue qualitatif quand même très difficilement avec le Select, aussi bien en termes de programmation que de qualité des sièges, etc. Même si l'acoustique de la salle est très bonne, l'écran est beau, on a un écran 2K Barco qui est bien maintenu, qui lui aussi a une bonne dizaine d'années et ses caractéristiques sont encore tout à fait acceptables. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je viens de la production, je suis opérateur de prise de vue, j'ai fait l'école Louis Lumière, et en fait, j'ai, alors pas le CAP de projectionniste, mais quand on faisait Louis Lumière à l'époque, on avait l'équivalent du CAP de projectionniste, et malgré les apparences, en fait, je l'ai depuis plus longtemps que toi, tu vois. Donc, mais bon, c'est accessoire. Quand on était deuxième assistant en tournage, et qu'on était en province, et que parfois, on n'avait pas de salle dans laquelle projeter les rushs, parce qu'il y avait quand même cette tradition le lendemain du tournage de projeter les rushs à toute l'équipe dans une vraie projection, quoi, hein. Aujourd'hui, on a fait soi-disant des progrès extraordinaires avec le numérique, et puis le réalisateur regarde tout seul dans sa piole d'hôtel les rushs sur un écran qui fait 12 cm de diagonale, et encore j'exagère à peine. À l'époque, il y avait cette tradition. Quand on était à Paris, région parisienne, on allait au laboratoire. Quand on était en province, on allait dans une salle près du décor pour voir sur un grand écran les rushs de la journée avec l'équipe, avec les comédiens. C'est complètement perdu, c'est catastrophique. Mais parfois, on était obligé d'avoir un projecteur de campagne. Et le projecteur 35 mm de campagne avec lequel on projetait les rushs, c'est le deuxième assistant opérateur qui devait s'en charger. C'est pour ça que j'ai été formé à l'époque à la projection 35. Et puis j'ai eu une carrière comme assistant opérateur, cadreur, chef-op en cinéma-télévision. Et puis voilà, ensuite j'ai enseigné. Et je me retrouve à la tête de cet établissement. Et j'ai un projectionniste titulaire qui, par ailleurs, est régisseur général sur les spectacles vivants et les concerts, et qui a 35 ans de métier, qui n'a jamais eu de formation stricto sensu, de formation initiale, qui a appris avec les projectionnistes qui étaient là avant lui. Cette transmission du savoir
par les professionnels, par les pairs. C'est quelque chose de beau aussi. Et puis, j'évoquais la production. Dans la production, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait forcément d'école et qui ont appris sur le tas, comme on dit. Ça n'enlève pas leur qualité. Mais au bout de 35 ans de métier dans la même salle, on peut imaginer, et c'était un peu aussi ma démarche, que peut-être il y a certaines choses sur lesquelles on est un petit peu moins vigilant, ou on est peut-être un petit peu plus laxiste. Voilà. Et alors en plus, j'arrive dans cette maison en arrivant de la production, même en étant passé par l'enseignement, mais j'ai l'amour de l'image, évidemment. Donc vous comprenez que plein de gens ici dans cette salle, je pense, partagent, et c'est ton cas aussi, cette envie que l'image qu'on va projeter sur l'écran soit, d'un point de vue qualitatif, et le son qu'on va entendre, à la hauteur du travail, quand on travaille en production ou dans un laboratoire, soit à la hauteur du respect que mérite l'œuvre. Et quand j'étais en formation dans les années 80, à la fin des années 80, dans les laboratoires Éclair, et que j'étais en salle d'étalonnage dans le cadre de mon stage chez Éclair, et que je voyais comment aussi bien les étalonneurs que les chefs opérateurs qui venaient, c'est cet artisanat et cet amour de la chose bien faite, et avec une certaine noblesse d'objectif, parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire? À donner de l'émotion, à donner du plaisir, à faire que... je veux dire, voilà, c'est la culture, c'est l'art, c'est tout ça, c'est essentiel. Hein. Quand on a dit à Churchill, on va détruire les œuvres d'art pour faire des boulets de canon, et il a répondu, mais alors à quoi ça sert de se battre, hein, si c'est pour... voilà. Donc, j'arrive dans cette salle et je m'intéresse déjà à la question de savoir, est-ce qu'au moins ici, on projette à peu près correctement? Est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que c'est formidable? Et je ne connais rien à la projection numérique. J'ai des compétences en informatique, j'ai des compétences, je l'ai dit, dans ce qu'est la question de l'image, mais je ne connais rien à la projection numérique. Donc, comment était la projection alors? La projection était très correcte. Très correcte, mais pas suffisante. Non. La projection était très correcte. Donc j'apprends qu'il y a un contrat avec un maintenanceur, c'est Cinemecanica qui vient, et je demande à être présent le jour où le maintenanceur viendra faire sa visite annuelle. J'explique aux projectionnistes que j'y connais un peu quelque chose quand même, parce que même quand on était en 35, on mesurait la luminance sur l'écran et l'étal de lumière sur l'écran. C'est pas une nouveauté avec le numérique. Hein. Cette question-là, la question de la durée de vie des lampes, le fait qu'une lampe batte, le fait qu'en colorimétrie, je suis désolé, mais quand on a une formation d'opérateur et qu'il y a un battement vert, on le voit. Donc, moi, il m'est arrivé de montrer à mon projectionniste qui avait 35 ans de métier, de lui dire, là, il y a un problème qu'il n'avait pas vu. Donc, en fait, c'est vraiment ce souci de faire fonctionner cet équipement le mieux possible, parce qu'on est dans un environnement, on est dans un contexte difficile, je dirais, en plan économique. Aussi, en termes de programmation, c'est pas évident, hein, ces conditions-là. Que j'ai ce souci de la chose bien faite et que la projection soit de la meilleure qualité possible, avec nos moyens, avec le matériel qu'on a, etc. Et vous avez donc dans ce cadre-là, vous étiez amené à faire donc les deux formations. On m'a proposé, j'ai reçu les propositions pour faire les deux formations, et j'ai dit à ma présidente, tu signes là. Parce que ça me paraissait essentiel, nécessaire, intéressant, important, etc. Alors déjà, effectivement, comprendre un peu comment fonctionne la projection numérique, parce que quand l'histoire des playlists, là, quand je voyais mon projectionniste préparer ces histoires de serveurs, les systèmes là, de Synego, machin, etc., je ne comprenais rien à rien. Grâce à la formation, je lui ai fait améliorer ses playlists. Parce qu'il y a parfois un manque de réflexion sur
entre l'allumage d'une lampe, l'extinction d'un volet, enfin je veux dire des histoires comme ça, où on fait les choses plus ou moins intelligemment, et les néons qui ne sont pas couplés, qui ne sont pas sur le circuit, il y a peut-être une réflexion à avoir pour que on n'ait pas au dernier moment à étaler un néon sur le pré-générique. Enfin, je veux dire, voilà, bon. Mais à partir du moment où, je pense, ça c'est présomptueux, mais à partir du moment où cet homme projectionniste, formé sur le tas, 35 ans de métier, qui a commencé en 35, a derrière lui un directeur qui connaît un minimum son métier et ce qu'il fait, je pense que c'est à la fois peut-être la possibilité pour lui d'avoir un regard un peu encourageant et même bienveillant, et une petite motivation, quoi, pour que je travaille pas. Vous l'avez envoyé lui aussi en formation ? Alors, j'ai tenté, mais il part en retraite l'année prochaine. Ça va pas être possible. Mais en revanche, sur la question de son remplacement, par exemple, voilà, la question se pose. C'est un atout pour vous. Et puis l'autre aspect, alors sur la maintenance, oui, parce que quand on a manipulé une caméra 35 sur un plateau, parfois qu'on a tourné dans le désert, à chasser le grain de sable, etc. C'est vrai que je suis surpris que on nettoie les lentilles de projecteur à sec. C'est un truc qui j'hallucine, mais bon. Excusez-moi, mais c'est vrai. On va quand même avancer, pardon, parce qu'on doit aussi parler de tout ce qui est financement. C'est un gros sujet aussi avec Jack. Mais alors, je vous laisse finir. Vous me laissez juste une minute pour terminer. 30 secondes. 30 secondes pour terminer. C'est que, pour le coup, aujourd'hui, alors c'est absolument regrettable que le CAP ait disparu. Et pour le coup, aujourd'hui, si j'ai un projectionniste qui est malade, ou que, en fait, on en a formé un deuxième, mais ils ont fait leurs 35 heures. Au dernier moment, je fais comment ? Et la première fois que ça s'est passé, j'ai mis une petite annonce sur projectionniste.net. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé des gars. Mais je préfère maintenant être formé, être capable au pied levé de lancer une projection que de passer 3 heures sur un forum pour trouver un projectionniste qui, d'ailleurs, peut-être ne sera pas un excellent projectionniste. Voilà. Donc ça me paraît absolument essentiel. Merci Laurent. Alors donc on parlait effectivement, donc là on a bien compris l'intérêt effectivement de se former, mais alors comment on fait ? Est-ce que c'est très compliqué ? Jack, est-ce que c'est compliqué ? Quelles sont les ressources ? Donc là vous représentez l'AFDAS, oui. Donc qui est un OPCO ou OPCO, comme on dit d'ailleurs. Alors on dit un OPCO pour opérateur de compétences. Voilà. Donc c'est un petit nom gentil qu'on nous a collé. Avant, on était un OPCA, avant, on était un fonds d'assurance formation. Enfin, voilà. Donc, on existe depuis 1972, autant dire que c'est pas jeune. Enfin, pour moi, qui suis né après. Voilà. On avait des petites plaisanteries sur les âges des uns et des autres. Notre mission, c'est d'accompagner le développement de la formation et son financement dans les métiers de la culture, du sport et du tourisme, parce que voilà, on est plus large qu'avant. Alors c'est vrai qu'au niveau des salles de cinéma, il y en a qui dépendent de la branche professionnelle de l'exploitation cinématographique, donc ils sont chez nous. Mais par contre, il y a d'autres salles qui dépendent d'autres conventions collectives, notamment Monsieur, donc de la convention collective Éclat, anciennement activité socio-culturelle, si je me souviens bien. C'est pour les salles et qui dépendent de nos. Alors non, c'est pour les salles qui dépendent du mouvement socio-culturel et associatif, et qui dépendent d'un autre opérateur de compétences qui s'appelle Uniformation. Et ben voilà, comme quoi. Et puis vous avez aussi une troisième catégorie, c'est-à-dire effectivement vous avez des salles municipales qui sont directement connectées à la collectivité locale et qui elles dépendent du CNFPT, du centre qui finance la formation pour on va dire tout ce qui est collectivité territoriale et fonction publique territoriale. Donc voilà, donc c'est déjà un peu une situation un peu complexe pour trouver son chemin. On est désolé, c'est la France, c'est comme ça. Donc là, en tout cas, déjà pour les cinémas indépendants. Tout à fait, qui dépendent de la convention collective de l'exploitation, c'est chez nous. Donc comment ça fonctionne ?
voilà, donc nous, on a plusieurs missions. Notre grosse mission, alors je tiens quand même à le dire, c'est financer l'alternance, l'apprentissage. Donc il y a une modalité de formation aussi, et tout ce que vous avez décrit sur le compagnonnage, tout ce que vous avez décrit sur la transmission de pair à pair, c'est dans l'alternance et c'est dans l'apprentissage. Et c'est dommage qu'il y ait moins de formation initiale aussi dans le cinéma, parce qu'on pourrait imaginer aussi des parcours qui se passent aussi en alternance et qui permettraient aussi d'avoir un certain tuilage entre jeunes et moins jeunes dans le transfert des compétences. Voilà. Et on finance aussi la formation continue, notamment pour les petites entreprises. Parce que le législateur a décidé dans ce pays que les grosses, elles se débrouillaient toutes seules, mais les petites, ce que vous êtes majoritairement, elles avaient encore besoin de relais financiers comme nous. Voilà, donc on a plusieurs fonds de formation. Tout simplement, les entreprises nous contactent, on a une plateforme dématérialisée, nous font une demande de prise en charge, c'est toute bête, en 3 clics c'est fait. Et derrière, on contractualise aussi, nous on se met en relation aussi avec l'organisme de formation et on finance la formation. Généralement, vous n'avez même pas à payer, c'est directement versé à l'organisme de formation derrière. Voilà, parce qu'on pratique ce qu'on appelle la subrogation de paiement. Voilà. Donc après, on n'a pas toujours des moyens inextensibles. Je pense que l'important, plutôt que venir nous voir aussi quand l'opération est faite et que vous n'avez plus qu'à financer, c'est venir aussi nous voir pour construire les parcours de formation. Donc on a des conseillers emploi-formation qui sont disponibles dans nos délégations pour essayer de travailler aussi, on le fait beaucoup avec des petites entreprises, sur le déploiement de la formation, que peut-être pas tout vienne au même moment, qu'il y a des moments où c'est plus propice de le faire. Il y a aussi des possibilités parfois que l'on a de fonds supplémentaires aussi à la formation via des subventions d'État. Donc ça permet aussi d'organiser les choses sur la durée. Et c'est vrai que ce qui n'est pas forcément bien, c'est de venir nous voir en dernier ressort. Quand on a un téléphone à l'AFDAS ou on écrit à l'AFDAS parce qu'il faut financer la formation, et non, ça ne va pas coller comme ci, comme ça. Je pense qu'il faut être un petit peu préparer les choses en amont pour que ça se fasse bien et puis réfléchir un peu. Alors même si ce n'est pas de façon très aboutie ni très profonde, mais anticiper la formation pour que ça se diffuse au niveau de l'ensemble des collaborateurs. Là, vous avez 8 salariés. C'est vrai que si vous venez nous voir avec les 8 tous en même temps pour les former, on va difficilement vous financer. Par contre, si on organise ça plus longtemps dans le temps et de façon plus itérative, ça va mieux se passer. Voilà, tout simplement. Déjà, je ne pourrais pas envoyer les 8 salariés parce que qui garde la boutique? Mais c'est vous qui allez faire la projection ce jour-là, tenir la caisse. Je fais partie des 8. Ou vous contactez monsieur, il a une plateforme Non, mais... Quels sont les fonds disponibles? Puisqu'en fait, là, on finance, mais c'est sur quelle base? Alors, en fait, tout simplement, vos entreprises payent des cotisations. Donc, nous, on les réceptionne, ça nous est reversé. Donc, tout ça, on a cette gestion de fonds chez nous. Qui est disponible. Donc là, faut pas vous inquiéter pour l'utilisation financière. Ça fait partie effectivement d'un certain nombre de contributions que vous payez. Alors il y en a de nature. Si on va dans le détail, il y a des contributions légales. Il y a des contributions conventionnelles qui dépendent de votre convention collective, parce que vous avez le droit à des fonds supplémentaires. Et puis parfois, nous, notre métier, c'est aussi de faire l'agrégation avec d'autres possibilités financières qu'on peut avoir. Jusqu'à présent, là, c'est en train de se tarir parce que la situation de l'État n'est pas très bonne, mais on a eu des subventions de l'État pendant les périodes Covid, pendant les périodes de relance. Voilà, tout ça, ça a existé, ça a contribué aussi à amortir et à développer, à amortir des chocs pour les entreprises quand elles étaient fermées, malheureusement, et puis à se relancer dans l'activité et à relancer par la formation une activité aussi économique. Voilà. Donc chaque cinéma a un budget disponible pour la formation. Alors je sens que vous allez me demander combien. Alors c'est là que je sors mon petit papier, parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Parce que ça, c'est la question qu'on nous demande tout le temps. Donc, grosso modo, vous avez les toutes petites entreprises de moins de 11 peuvent nous demander un peu plus de 3 000 € de financement. Et puis, moins de 50 salariés, donc plus de 11 à moins de 50, on va être sur des budgets entre 5 et 7 000 €. Ça dépend de votre masse salariale. Ça, je ne peux pas faire le calcul tout de suite. Voilà, donc ça, c'est des budgets annuels. C'est important de dire, c'est que s'il n'est pas utilisé, il est perdu.
Alors non, il n'est pas perdu, on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Enfin, en tout cas, pour le cinéma. Il fait partie de la mutualisation, parce que c'est un peu comme une assurance chez nous. Donc les gens qui n'utilisent pas, ça nous permet de financer les gens qui utilisent. Voilà. Donc il faut voir les choses comme ça. Et effectivement, c'est un circuit qui fait que, grosso modo, nous, notre métier aussi, c'est d'organiser un peu le tour et le départ en formation pour pouvoir faire en sorte de répondre à l'ensemble des besoins. Voilà. Mais après, c'est vrai là, on parle un petit peu du niveau financier de la formation. Vous avez une offre de formation dans un organisme, vous avez besoin d'une demande de financement. Mais c'est vrai aussi qu'on a d'autres services à proposer aux entreprises. Donc on travaille aussi beaucoup avec les petites entreprises sur du conseil ressources humaines, même si j'ai compris que vous n'aimiez pas le mot. Donc on pourra parler de conseil relations humaines pour organiser les collectifs de travail, pour organiser l'organisation, enfin pour faire en sorte que la formation s'organise dans l'entreprise aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les appuis conseils entreprises. Donc très trivialement, on finance un consultant qui vient dans l'entreprise pendant 5 jours, faire le bilan avec vous, organiser un peu les choses, voir les problèmes de coordination ressources humaines ou relations humaines que vous pouvez avoir dans le collectif de travail. Et ça aussi, il faut penser à nous pour ce genre de choses, pour anticiper les besoins de formation et pas être uniquement dans un acte d'achat. Je pense que c'est très important quand on parle d'organiser un collectif de travail, de se projeter aussi, et vous l'avez très bien décrit, dans la passation des compétences, dans comment on organise, même si on n'aime pas trop ce mot-là, la polycompétence des personnes à l'intérieur, comment on organise la polyvalence, comment on rend intéressant le travail, et ça je crois que vous avez un super témoignage là-dessus, versus le fait de oui, je viens bosser, je suis payé à la fin du mois, et puis de temps en temps mon employeur il me forme parce que même moi je sais qu'il faut que je mette un pchit sur mes lunettes pour nettoyer, pour éviter que ça les raye, et faire en sorte que le cinéma tourne. Je crois que c'est ça qui est important. Vous en avez très bien parlé. En plus, vous avez témoigné, trouvé magnifiquement de l'amour que vous avez pour votre métier. Alors on parle beaucoup en ce moment de crise de l'emploi. On dit que les gens, ils n'ont plus envie de travailler. Il y a tous les employeurs de la Terre qui viennent nous voir en nous disant moi, j'ai du mal à trouver des personnes. Et c'est vrai que là, rien que le lien au travail qu'on peut avoir et comment on envisage son travail, ça peut répondre à ça. Parce que du coup, on sait pourquoi on se lève le matin, on sait pourquoi on va travailler. Ça, je pense aussi, ça c'est important que vous ayez témoigné de ça aujourd'hui. Voilà. Alors Laura, tu voulais aussi poser une question, je crois. Si vous le permettez, j'avais une petite question. En même temps, vous avez en partie répondu. Quand je vois la manière dont... En fait, ça n'a pas été... S'il n'y avait pas eu les courriers de cette formation du SCAR et de la CST qui prenaient en charge, en fait, la manière dont on devait financer, je ne suis pas certaine que nous aurions réussi à le faire. Et c'est une petite chose que je voulais dire, et je pense que pour beaucoup de salles et de salles indépendantes, ou même quel que soit d'ailleurs le statut juridique de la salle, mais je parle plutôt, pas de la grande exploitation, mais je parle plutôt de la petite et de la moyenne. C'est vrai que en général, on travaille quand même, tous ceux qui sont dans, je ne sais pas comment on dit, direction, cadre, tout ça. Vous avez compris que la hiérarchie et moi, c'est un peu étrange. Mais en tout cas, tous ceux qui sont responsables de ce travail-là, en général, on est méga ultra polyvalent et on travaille beaucoup. Or, se rajouter le fait, autant si moi je dois apprendre c'est quoi un rototransfo, ça m'amuse plutôt, mais se rajouter de comprendre comment, qui finance quoi, mais ça finalement, je prends un exemple un peu à part, mais qui rejoint la remarque ou la question que je voulais vous poser, c'était, par exemple, c'est obligatoire qu'il y ait tous les ans une formation équipier pour première intervention, donc incendie, voilà, c'est une formation obligatoire. Bon, parfois on change d'organisme qui fait cette formation, et il se trouve par exemple que nous on a trouvé un organisme qui est très bien, mais il n'a pas le truc Calliope, donc on ne peut pas, machin, etc. Et donc j'ai l'impression que quand on rentre dans le monde, et je pense que je ne dois pas être la seule, quand on rentre dans le monde des financements des formations,
on a l'impression qu'on rentre dans un monde où on ne comprend pas grand-chose, où on n'a pas forcément accès aux informations directes. Et si je puis me permettre, on est sur l'interface pro de l'AFDAS, par exemple, on ne peut pas voir combien on a sur le compte. Ah non, on a enlevé ça. Voilà. Du pour coup, on est éviter obligé... des comportements consuméristes. Ah bon, parce que du coup, on est obligé d'appeler. Et du coup, au lieu d'appeler, alors vous dites vous-même qu'on ne doit pas appeler pour juste... vous n'êtes pas juste un organisme de paiement, ce que je conçois très bien. Et d'ailleurs, on a eu des... Voilà, vous pouvez faire du conseil et tout. Mais de fait, quand vous vous dites, vous avez peu de temps, vous voulez faire une formation, vous devez déjà... Là, tout était prêt. Donc c'est pour ça que ça a été très facile de la faire. Et c'est ça qui était génial. Mais là, il y en a d'autres qu'on aimerait faire, par exemple. Et il faut qu'on trouve l'organisme de formation. On ne sait même pas combien on a sur le compte. Le temps qu'on appelle, il faut qu'on rappelle et tout. Paf, l'année est passée. Tant mieux, c'est pas perdu, ça servira aux autres. Ça va donc. Oui, alors après, c'est vrai. On est toujours dans un système complexe. Hein. C'est pas moi qui va vous dire le contraire. Après, parce que le système français est compliqué, il y a plein de guichets, il y a plein d'endroits, il y a plein de trucs. Bon, on essaie quand même de vous simplifier la vie à travers les plateformes de services qu'on peut vous proposer. C'est vrai que le souci aussi d'indiquer à des entreprises qu'elles ont un budget, c'est vrai qu'on arrivait à un moment sur des comportements qui consistaient à faire tourner les moteurs comme quand on était à l'armée pour cramer du gasoil. Donc c'était pas forcément aussi la façon, pas vous, mais d'autres ont fait ça, la meilleure façon que d'envisager la formation. Après, moi, c'est vrai que c'est... et on le voit bien, là, on se disait, tiens, on va parler de formation, il n'y a plus personne dans la salle. Il y a la moitié des gens qui sont partis, déjà. Parce que c'est l'heure du goûter, ils sont partis. Voilà, donc on sait bien que ce n'est pas forcément toujours les sujets les plus populaires. En tout cas, c'est les sujets qui peuvent arriver un petit peu après. Mais moi, je voudrais qu'on retienne qu'une chose, c'est que finalement, sans la formation, sans les efforts que vous faites, oui, effectivement, le papier machin, il était un peu compliqué à trouver. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui est simple ? On se le demande. La transmission des compétences, elle ne se passe pas. Et le fait que d'avoir des gens qui aiment leur métier, qui sont contents de le faire, ça ne se passe pas. Donc, on prend tous vos avis pour essayer de nous améliorer au quotidien. Et je pense qu'on s'est beaucoup amélioré ces 15 dernières années parce que moi, j'ai connu l'époque où vous nous envoyiez des bordereaux papier. Maintenant, tout est digitalisé. Alors bon, après, je sais que vous n'êtes pas une grande fan du digital, ça marche pas. Voilà. Mais effectivement, on a quand même un service qui est beaucoup plus accessible aussi. Et puis après, les conditions financières de l'AFDAS, savoir à quel prix Moi, j'ai tout noté sur un post-it. Et ça, c'est sur notre site internet. Je pourrais même vous envoyer le lien. Et comme ça, vous aurez tout. C'était pas dans mon intention de vous critiquer. C'était juste, c'était juste pour dire qu'il faut concevoir que dans des petites entreprises, tout ce qui va rajouter une étape dans le fait de le faire, c'est un frein. C'est tout. Voilà. Puis peut-être pour rebondir sur ça, justement, moi, du coup... mon travail, c'est de suivre l'organisation des formations et notamment les inscriptions des gens. Et c'est un constat que je fais beaucoup pendant les inscriptions, c'est que les cinémas ont un désir de se former, mais ne savent pas comment se former. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est l'AFDAS, ne savent pas qu'ils ont un fonds de formation, qui sont prêts à débourser le fonds de leur trésorerie pour former leurs équipes, alors qu'il y a des choses spécifiquement faites pour ça. Et donc, nous, c'est tout un travail de pédagogie qu'on fait avec les salles de cinéma, surtout indépendantes, de dire il y a ces fonds qui existent et voilà comment le prendre en charge. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a produit un catalogue de formation qui est là, vous pouvez le récupérer à la sortie et ici, où du coup on explique toutes les formations qui sont disponibles, comment ça fonctionne le financement, comment le prendre en charge, avec plein de liens utiles, etc. Ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est qu'une fois qu'ils ont mis le pied là-dedans, en général, ils renvoient des salariés. Ça arrête plus. Nous, on a un slogan, on nous dit « nous essayer, c'est nous adopter ». Voilà, donc une fois que vous l'avez fait, après vous savez, c'est moins compliqué. Pardon. On a peut-être des questions en ligne ou dans la salle. Oui. Pardon, qui avait levé la main ? Voilà.
Bonjour. Déjà, merci pour toutes ces infos. Moi, j'aurais une question. C'est donc, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, il y a 2 formations qui sont proposées. Donc, une qui est plus axée donc, pour le personnel cinéma qui voudrait s'initier, et une seconde pour les projectionnistes qui voudraient rentrer un peu plus dans leur machine. Mais du coup, pour celles sur les projectionnistes, on reste quand même sur de la maintenance très basique, donc des poussiérages, tout ça. Est-ce qu'il y a des réflexions qui se sont posées autour d'un projectionniste, comme vous disiez, dans votre cinéma, vous aviez une projectionniste qui avait plusieurs dizaines d'années d'expérience, qui aimerait aller plus loin. Est-ce que du coup, cette question s'est posée est-ce que des formations plus poussées qui... Alors oui, mais on s'est dit que c'était pas forcément notre rôle, à la fois nous, le SCAR et la CST, de fournir ces formations. C'est plutôt les installateurs eux-mêmes qui vont donner des formations à leurs clients, parce que les installateurs connaissent mieux le matériel. Voilà, nous, nos formateurs, les formateurs de la CST, ou des intervenants un peu extérieurs qui connaissent moins bien le matériel du projectionniste que le projectionniste lui-même, c'est pas terrible pour la pédagogie. Donc voilà, ça existe. Il y a des installateurs qui sont organismes de formation, qui proposent des formations sur site, sur l'équipement même des gens. Et donc voilà, nous on essaie de monter le niveau de compétences générales de la profession. Et ensuite, c'est à chaque salle de voir avec leurs installateurs s'ils veulent faire cette montée en compétences. Et puis il y a également une formation responsable technique au catalogue de l'INA, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Et, si je peux me permettre de rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi j'ai eu la chance, je faisais des remplacements en salle de vision, et une salle où je faisais un remplacement venait de se terminer, et il y a eu une formation d'installateur, c'était en 2011, d'installateur Barco, et j'avais demandé si je pouvais me glisser dedans. Et c'est la seule formation professionnelle que j'ai eue réelle sur la projection. Mais en revanche, là, voilà, j'ai jamais installé de projecteur. C'était pas mon métier. Mais je sais que ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble, de comprendre tout comment ça marche, même si moi, je ne saurais pas, certains réglages, je ne saurais pas les faire. Mais ça a été vraiment génial, quoi. Et c'est ce que j'ai répondu à ma collègue, que peut-être il faudrait qu'on contacte carrément le fabricant, pour que je crois que ce qu'elle voudrait maintenant, c'est aller encore un cran plus loin. Mais ça, si vous en avez envie, je vous demande, c'est vraiment super, quoi, pour avoir eu la chance de me glisser dans une de ces formations-là, c'est très instructif. Et même, ça permet aussi de bien comprendre les évolutions techniques. Moi, ça date, mais du coup, c'est une base. Donc, je vous encourage vraiment ou alors à trouver quelqu'un qui est compétent, très compétent sur le type de machine que vous avez, parce que ça peut aussi se faire un peu de manière informelle, et ça reste c'est vachement passionnant et c'est ultra utile. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Mais oui. Oui, donc c'est super. En plus, c'est des formations sur une journée, c'est ça, à chaque fois, ou sur 2 jours plutôt. 2 jours, ouais. Mais okay. ça reste court. Ouais, mais justement, du coup, ça devient accessible. Là, il y avait eu des remontées de certains établissements arts et essais, et aussi de certains lieux, comme le Forum des images en fait partie, les différentes cinémathèques, etc. Il y a eu une vraie demande qui avait été faite, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que vous croyez possible ou pas, qui était de reformer au 35 mm. C'est quelque chose qui a été vachement demandé par ECHO, avec les formations... les projections 70 mm qui avaient été faites, notamment d'Oppenheimer. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Est-ce que c'est des retours que vous avez eus? Alors, je n'ai pas le droit de le dire, mais c'est quelque chose auquel on pense très fort à la CST, effectivement. Voilà. Il y aura une table ronde à Lumière au Festival Lumière, sur la question du 35 mm, qui va être une table ronde assez intéressante par rapport à ce qui va se dire. Et on verra,
Donc je ne vous l'ai pas dit, puisque c'est... Voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais à partir de cette étape-là, il y aura une réflexion avec l'ensemble des partenaires sur la nécessité du maintien des compétences en 35 mm et du rôle que pourraient avoir les organismes de formation et en particulier la CST là-dedans. Mais j'ai rien dit. Entre nous, permettre, il y a un vrai désir de ça dans une nouvelle génération. Je ne dirais rien, mais moi, pour l'instant, je ne suis pas encore passée à la formation 35 avec les très jeunes les jeunes qui sont dans mon cinéma. Mais on est plusieurs à penser qu'on va commencer à vraiment leur montrer. Chez moi, donc, il y a une opératrice qui, elle, a le CAP qui a fait du 35 et un opérateur qui, lui, n'en a jamais fait. Il en a envie, évidemment. On a gardé notre projecteur. On va certainement commencer un peu plus sérieusement à y réfléchir, et je pense qu'il y a une vraie demande. Il y a des films que... Oui, merci, parce qu'il est parti dans la salle. Il y a des films pour lesquels le CNC n'a pas retenu en termes de financement de numérisation. Donc il y a des films, on n'a que des copies 35 aujourd'hui. Et on ne peut plus les projeter si on n'a pas l'équipement et le projectionniste. Donc c'est quand même dommage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on doit rendre l'antenne ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il y a d'autres questions, moi je n'ai pas de questions en ligne. Avant de rendre l'antenne, je voulais quand même rendre hommage aux équipes de l'AFDAS que nous avons tous les jours au téléphone et qui sont extraordinaires. Voilà, je voulais quand même le dire, ils ont une patience. Et la plateforme AFDAS, c'est vraiment super. Hein, c'est vrai, voilà. On dira ça à la DSI, ils seront contents. Merci. Vous remerciez encore. Merci à tous. Tu veux conclure peut-être. On dit merci aussi à vous, parce que vous faites un travail, et puis c'est important de faire de la formation sur des métiers où vous n'êtes pas nombreux. Il n'y a pas beaucoup d'offres de formation aussi, donc si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui le fera. Pas nombreux, mais on est très costaud. Bien. Merci à vous, merci infiniment. Ça va donc permettre de clore cette journée. Ceux qui sont en ligne, qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup. Vous êtes en ligne, donc vous n'aurez pas la chance d'avoir un petit verre de l'amitié dont bénéficieront ceux qui sont restés ici, qui sont là. Donc ne partez pas en courant, ceux qui sont là, vous avez un petit verre qui vous attend juste en sortant pour vous récompenser d'avoir suivi ces trois sessions. Voilà, en résumé, comme vous l'avez vu, on est au cœur de pas mal de mutations. La mutation des nouveaux matériels qui arrivent, il va falloir savoir les utiliser, savoir les maintenir, où les installer, comment les installer, avec quel type de toile. Le conseil des installateurs, je résume un peu très très rapidement à grands traits, le conseil de l'installateur est indispensable. Nous sommes là, organisation professionnelle, organisme de formation, pour accompagner les équipes et pour vous aider à faire les bons choix. La CST peut vous accompagner en conseil sur l'architecture de la salle, la place, la place des matériels en cabine, les questions des toiles, etc. Nous pouvons faire ça. Et merci infiniment. Vous pouvez applaudir vos intervenants qui ont été formidables. Vous pouvez vous applaudir également parce que vous avez été formidables. Voilà. Et puis on va remercier évidemment le Forum des images encore une fois qui nous a accueillis pour cet après-midi fort instructive. Merci beaucoup et à la prochaine fois.